Bonjour tout le monde. Donc je trouve que la vidéo de découverte qui date, vous avez peut-être remarqué pour ceux qui connaissent Charles Tissot, qui date de quelques années, était excellent. Je trouvais en fait cette vidéo-là pour expliquer la méthode de datation au carbone 14, mais en fait je voulais quand même faire une petite deuxième capsule avec une animation pour un petit peu mieux comprendre le principe encore. Donc ici c'est une animation qui est en flash dont j'ai donné le lien. Vous pourrez y aller le voir si ça vous intéresse. Si vous arrivez à le faire fonctionner sur votre ordinateur, mais je vais vous présenter l'essentiel dans cette capsule-là, donc c'est pas obligatoire d'aller voir la capsule, d'aller voir l'animation par vous-même. Ce qu'on voit ici, en fait, ce qu'on va comparer étape par étape, c'est différentes méthodes de datation, mais les deux principales qui sont régulièrement utilisées, c'est la méthode de datation au carbone 14 qui est utilisée pour les organismes vivants, en fait, qui sont plus vivants rendus là, mais qui ont été vivants. Donc, ça inclut évidemment tous les animaux, les humains, mais ça inclut aussi le bois, donc tout ce qui est fossiles de plantes, ainsi de suite. Donc, tout ce qui a eu une vie, en fond. Alors que pour dater des roches, une des méthodes qui est utilisée, c'est la méthode uranium-plomb. Et il y a d'autres méthodes. Donc ici, je ne vais pas regarder les autres, mais il y a énormément de méthodes. Là, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur Internet. Mais moi, ce que je veux pour l'examen, on ne fera pas de mathématiques vraiment avec cette partie-là de la matière. Ce que je veux, c'est que vous compreniez le principe. Je pourrais vous demander à l'examen d'expliquer comment on fait pour dater un organisme au carbone 14. Et ce qui est d'abord à comprendre, c'est comment le carbone 14 est créé dans l'atmosphère. Comme c'est expliqué dans la capsule de Charles Tisser, c'est par bombardement. Il y a des rayons qu'on appelle les rayons cosmiques. C'est des particules qui sont émises, entre autres par le Soleil, mais principalement aussi par les autres étoiles de notre galaxie. Et c'est des particules comme des protons et des particules assez petites comme ça qui bombardent notre atmosphère. Et à ce moment-là, ben, il y a une partie des molécules d'azote qui sont présentes en abondance évidemment dans notre atmosphère, qui est l'élément 7 du tableau périodique. On dit azote 14 parce que la, la partie, en fait, le plus grand nombre d'isotopes de l'azote comporte aussi 7 neutrons. Donc ça donne 14 au total pour le nombre de masses. Donc, quand le carbone 14 reçoit un de ces rayons-là, il y a une chance de se transformer en carbone 14. Donc, l'azote 14 dans l'atmosphère, qui est stable, reçoit un rayon cosmique et va se transformer en carbone 14, qui a aussi 14 nucléons, mais en ce cas-ci, 6 protons et 8 neutrons. Et c'est pas stable comme élément. Ce qui fait qu'il va se désintégrer. Donc ça, c'est la base. Ensuite, ce carbone 14-là, mais il y a quand même une demi-vie relativement longue si on compare à la vie humaine. Donc, c'est une demi-vie qui est de 5700 ans à peu près, 5730 pour être plus précis. Ce que ça veut dire, c'est que si on a un échantillon qui contient, mettons, une centaine d'atomes de carbone 14, au bout de 5700 ans ou à peu près, il va nous en rester la moitié, une cinquantaine. C'est sûr que si on a un atome tout seul, on n'a aucune idée quand est-ce qu'il va se désintégrer. Il va peut-être se désintégrer très très rapidement ou sinon beaucoup plus tard. Mais avec un échantillon assez grand, on a vraiment une possibilité de mesurer ces 50% des atomes qui se sont désintégrés après une demi-vie. Donc si je le fais ici, avec par exemple, je prends un échantillon de 10 atomes, ce qu'on voit, c'est que dans ce cas-là, il y en a eu 4 qui se sont désintégrés après une demi-vie et les 6 autres ensuite. Si j'ai un peu plus de statistiques, je vais réinitialiser et là, je vais rajouter d'autres noyaux. Bon, ce qu'on voit ici, les petits atomes en bleu, c'est les azotes, puis les rouges, c'est ceux qui restent. On voit même que, même après plus que 15 000 ans, il en reste encore. Là. Donc, il y en a qui vont se désintégrer beaucoup plus lentement, mais on voit que la majorité sont désintégrés assez rapidement au début. Et si on faisait un décompte, là, on ne va pas nécessairement les compter, mais il y en a à peu près le même nombre à gauche et à droite. Et plus il y a un nombre élevé, plus ce rapport-là va être précis. Donc, il y a deux façons de faire la datation au carbone 14, qui est un peu expliqué justement dans la capsule de découverte. C'est que soit qu'on va mesurer la radioactivité de l'élément, donc des particules qui sont émises, c'est une désintégration bêta à ce moment-là. Donc, on va mesurer le taux de particules bêta qui sont émises par notre échantillon.
cette radioactivité-là va chuter de façon exponentielle et va être rendue à 50% de la radioactivité initiale après une demi-vie. Donc, si on a, par exemple, pour un échantillon donné, on a 100 000 désintégrations par seconde de notre échantillon pendant que l'échantillon est encore en vie. Mais quand on va être chuté à 50 000 désintégrations par seconde, ça va être après 5700 ans. Sinon, on peut compter. Il y a des instruments qui permettent de compter les proportions de carbone vis-à-vis azote. Et là, à ce moment-là, ce qu'on peut voir, c'est même chose, après une demi-vie, ben là, à ce moment-là, ça va être rendu 50-50. Il va y avoir, pour 50 atomes de carbone 14, il va en avoir 50 nouveaux de azote 14. Donc, les deux méthodes sont possibles. L'idée, c'est qu'après une demi-vie, il y a 50% de notre échantillon initial de carbone 14 qui reste. Ici, on voit un petit peu le même phénomène. Là. On peut voir, par contre, on peut rajouter plus de noyaux. Là, donc, on va avoir un gros échantillon. Et si on le laisse aller, on est parti avec 1000 atomes. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est tombé à 50%, donc à 500 atomes qui restaient après une demi-vie. Et après ça, si on regarde après deux demi-vies, ben là, il y a 25% qui restent. Donc 75% maintenant d'azote. Et ainsi de suite. Un huitième après trois demi-vies. Donc ça, c'est le principe. Si on avait de l'uranium à la place, ben c'est le même principe que ça. La différence, c'est que l'uranium se désintègre en plomb. En fait, c'est plusieurs désintégrations successives qui l'amènent au plomb, qui est stable. Et l'autre différence, c'est que la demi-vie est beaucoup plus longue. C'est environ 4 milliards et demi d'années. Donc c'est à peu près l'âge de la Terre. Donc c'est pour ça que c'est cette méthode-là qui est utilisée pour dater les roches très anciennes. On est capable même de dater l'âge de notre planète par cette méthode-là. Mais évidemment, pour les êtres vivants, on va plutôt prioriser la méthode au carbone 14. Donc, ce qu'on va faire, c'est une mesure. C'est un peu comique, là, cette animation-là. C'est qu'on va planter un arbre et on va le laisser mourir. Évidemment, c'est accéléré. Et on va ensuite, une fois qu'il est mort, constater la variation du taux de carbone 14 dans l'échantillon. Donc, on a ici % carbone 14, c'est avec ça qu'on va travailler. Donc, on va mesurer notre instrument, qui est un compteur Geiger. En fait, il mesure la radioactivité, mais il va aussi mesurer par le fait même le pourcentage de carbone 14. Et on va voir que ça va diminuer. Donc, je plante mon arbre. Donc, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Donc là, on est à 100% parce que tant que l'arbre est vivant, il continue d'échanger du carbone 14 avec son environnement. Ce qui fait que c'est à sa mort qu'il commence à baisser son taux de carbone 14 parce qu'il reste... il ne reçoit plus d'environnement, il n'échange plus, donc il est mort, ce qui fait que là, le carbone 14 qu'il avait accumulé pendant sa vie va graduellement se désintégrer. Et on le voit ici avec le temps, après une demi-vie, on a chuté à 50% et ainsi de suite. Ce serait la même chose pour une pierre, sauf qu'ici, pour la pierre, ben, la méthode de carbone 14 ne serait pas utile. De toute façon, il n'y a pratiquement pas de carbone dans une pierre. À ce moment-là, on utiliserait la méthode d'uranium-plomb qu'on a vu juste avant. Okay. Et dernière section, c'est un petit jeu qu'on peut faire. Si on regarde par exemple un arbre vivant comme ça, puis si on regarde son taux de carbone 14, ben, il est à 100%. 100%, ça veut dire autrement dit qu'il est au même niveau que l'atmosphère qui l'entoure. Donc, il est encore en vie, c'est normal, il est à 100%. Si je regarde un arbre mort, par contre, ici, je vois que le taux de carbone 14 dans cet échantillon-là est de 97,4% de celui qu'il est dans l'atmosphère. On pourrait faire un calcul avec une formule, mais je ne vous demanderai pas de le faire, mais ici, simplement dans l'animation, je peux aller voir combien de temps ça prend à chuter à 97,4%. On voit que ça prend environ 200 ans. En fait, c'est marqué 222, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, on pourrait aller avec la précision qu'on veut, mais à un moment donné, ça ne veut plus rien dire. On n'est pas capable de dater si précisément que ça. Donc, je pourrais dire 200 ans. Je vais l'essayer. Et oui, il a accepté la réponse. Donc, notre arbre est mort il y a 200 ans. Ça ne nous dit pas à quel moment l'arbre a commencé à pousser, mais ça nous permet de dater à partir de sa mort, son âge actuel. Et on peut même aller avec la maison. 99,1%. Quel est l'âge de la maison?
Et là, on peut se poser la question, ben, une maison, c'est pas un organisme vivant, mais une maison, ça contient habituellement du bois. Donc, en fait, on mesure l'âge du bois de la maison et on mesure pas donc l'année de construction de la maison, on mesure plutôt l'année à laquelle le bois qui a été utilisé a été abattu. Et là, on est à 99,1, donc ça va être évidemment beaucoup plus récent, environ 75 ans. Et c'est bien ça, 75 ans. Donc ça, c'est, je rappelle, c'est l'âge du bois, en fait, le moment où on a abattu le bois qui a été utilisé pour construire la maison. Donc on peut dater aussi, quand on regarde un peu plus quand on fait des recherches archéologiques, on peut mesurer par exemple des ossements qui sont beaucoup plus vieux. 83,9%, ben ça correspond en gros à, si je vais ici, oups, je ne suis pas à la bonne place. Donc on est environ environ un peu moins de 1500 ans pour notre ossement qu'on a découvert ici. Si on trouve un fossile plus âgé, comme ici un fossile de poisson qui date d'il y a très longtemps, remarquez, on est à 0%. Donc là, on tombe dans une des limites de cette méthode-là, c'est que sûrement que notre fossile est beaucoup trop vieux. Donc tout son carbone 14 a eu le temps de se désintégrer. Donc on pourrait utiliser une autre méthode pour le dater, mais la méthode de carbone 14 ne sera pas utile dans ce cas-là. Ici, si je vois par exemple une roche, ben la roche, peu importe son âge, il n'y a pas de carbone 14, donc c'est 0%, donc c'est pas utile non plus, il faudrait aller avec la méthode uranium. Si j'ai ici une arête de poisson, ça peut fonctionner. Un crâne de dinosaure, on retombe avec le même problème, c'est trop vieux. Donc à ce moment-là, on est rendu à 0%. Voilà. Donc l'idée, c'est de comprendre comment on s'y prend pour l'examen, pour se préparer à l'examen. Donc c'est simplement une méthode où on va aller soit mesurer le nombre de carbone 14 qu'on a par rapport à ce qu'on aurait pour un organisme vivant. Autrement dit, son pourcentage de carbone 14 dans un échantillon. Ou encore, on va mesurer le taux de radioactivité, mais dans les deux cas, c'est la même chose, qui est l'échelle de temps, c'est la demi-vie. Donc après une demi-vie, on a chuté de 50%. Après deux demi-vies, on a chuté de 75%, ainsi de suite. Donc on tombe un peu comme dans le vidéo, on tombe à une demi après une demi-vie, à un quart de notre échantillon initial après deux demi-vies, et ainsi de suite.